sens ma nervosité? Tu me dis quand on peut y aller. Est-ce que tu acceptes de revoir la vidéo que j'ai tournée le soir de l'attentat? Oui. Ah. Ah bah oui. Ouais, j'ai toujours pas revu. C'est l'intégrale? Ouais. Oh. Il y a le son, il n'y a pas le son. Il y a le son sur la droite aussi. Je peux le couper? Bien sûr. En fait, j'ai toujours pas osé regarder cette vidéo avec le son. Le son me procure un truc que j'aime pas du tout, en fait, donc... Tu me dis quand je peux y aller? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Hein? Putain. Ça vous dérange si je coupe? Wow. Je crois que je vais pas regarder en entier depuis un moment. Wow, c'est dur. C'est dur. Bonjour, bon réveil à tous, bienvenue sur France Culture ce vendredi 13 novembre, c'est la journée de la gentillesse. Il fera cet après-midi 14 degrés sur la région parisienne, donc ça reste relativement doux pour la saison, mais avec quand même pas mal de nuages. Eagles of Death Metal, c'est pas vraiment du hard rock, hein. C'est gentil, en tout cas ils seront en concert au Bataclan à Paris. La journée du 13 novembre 2015, je me rappelle plus vraiment de la journée. J'étais à Paris pour la seule fois de l'année. Je suis un provincial qui vient très occasionnellement. Je me souviens avoir dit à mes collègues, que j'avais un concert, que ça allait être cool. On avait réservé nos billets il y a un moment avec ma meilleure amie avec qui je faisais tous mes concerts. Et les Eagles of Death Metal faisaient partie des groupes qu'on adorait. Je les avais vus à Rock en scène et ça n'avait pas été un super concert pour moi. Parce que c'était pas les bonnes conditions. Donc je me dis là, ça va être la revanche. On va vivre le concert dans une salle mythique. Moi, j'avais pas très envie en vrai d'y aller. C'est ma femme qui a insisté, si, on y va, j'ai envie de les voir. Je les étais sûr. On est rentrés, on a briefé un peu la babysitter avant d'y aller. Et sur la moto, je dis, t'es sûr, tu veux pas qu'on aille au resto tranquille et tout? Non, non, j'ai envie de les voir. J'ai rejoint Magali, du coup, devant le Bataclan, on s'est retrouvés. Il faisait chaud ce jour-là. Je me souviens, en arrivant au Bataclan, me dire bah mince, j'ai presque pas envie de faire un concert. Je voyais les gens en terrasse manger leur burger et ça me faisait envie, en fait. En rentrant, je me dis, je vais vraiment profiter du concert. Je vais vraiment rester devant la scène. Le concert démarre. Grosse musique, gros son,
Franchement, le groupe, ils ont une très bonne prod, enfin, ça sonne bien, quoi. Moi, je fais beaucoup de concerts. Et le public parisien, je le connais. Généralement, quand tu cries un peu trop fort, les gens, ils te regardent. Là, c'était le feu, c'était le bordel. On est en transe. C'est un concert extraordinaire. On rentre dans le pogo, c'est-à-dire en plein milieu, vraiment à 10 mètres de la scène, centre de la fosse. J'étais bien parce qu'il y avait une très bonne ambiance, mais j'étais pas tranquille et je saurais jamais pourquoi. Je me dis, putain, mais c'est qui les boulets qui lancent des pétards dans une salle de concert, quoi. Genre, le respect est mort, quoi. Ça va très vite dans mon cerveau. Je me dis, tiens, la pompe à bière a explosé. Tiens, il y a des ballons. On regarde les projos. Tiens, est-ce que c'est un projecteur qui a éclaté Pourquoi, je sais pas. Mais à ce moment-là, quasiment, enfin vraiment dans l'instant, j'ai pris ma copine, je nous ai mis au sol. Et là, d'un coup, en fait, on se retrouve par terre, quoi. Et il y a eu un espèce de mouvement de panique où toute la salle s'est couchée comme d'un seul homme. On a pris les premières vagues sur nous, des gens qui se faisaient tirer dessus, et on est très vite tombé à terre. J'ai essayé de rattraper ma femme comme je pouvais dans la cohue, on s'est fait recouvrir par les gens. Et bah là, en fait, tu vois qu'il y a d'autres mecs qui sont en train de tirer sur d'autres mecs. Et moi, je me souviens que mon cerveau, il était en mode, ce qui est en train de se produire n'est pas possible. On se dit, c'est pas possible. Si vraiment c'est ce qu'on croit, parce que tout le monde est un petit peu sous le choc. Ma femme, elle a capté tout de suite. Elle a capté tout de suite que des gens voulaient à notre vie. Alors que moi, j'ai mis longtemps. Enfin, je pense, après, le temps est tellement étiré dans ces cas-là. Et en fait, j'ai eu besoin de dire à mon ex plusieurs fois. Mag, c'est des vrais gens avec des vraies mitraillettes. Voilà, je me souviens de cette phrase. Bon, je l'entends la phrase, mais en fait, c'est un scénario de film. On s'est parlé avec ma femme. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle m'a dit je veux pas mourir, je veux voir les enfants. Et il y a une sorte de bousculement de pensée. Mince, il y a mon chat à la maison. Et puis, non, je peux pas mourir là. Si je meurs là, ma mère s'en remettra jamais. Pendant ce temps-là, il passait autour de nous et il y avait un énorme silence. Il tirait sur les gens, il finissait les gens. On les entendait marcher, en fait. Ça sentait la poudre, le son de la calage dans le corps, on le ressentait vraiment à côté de nous, quoi. Je pense au-dessus. Il y avait des gens qui étaient allongés au sol, il y avait du sang, il y avait des cris, il y avait les tirs, il y avait l'odeur qui était horrible. C'est ouf comme truc, quoi. Après, une fois qu'il a arrêté de tirer, quand il passait entre nous, j'entendais beaucoup de souffrance, ouais. Ouais, c'est des trucs que j'oublierai jamais. C'est des cris et des halèdes, des gens qui souffraient, quoi. Ça, ouais. Je me souviens que je voulais pas les regarder parce que j'avais peur et parce que j'avais peur, en fait, qu'en croisant leur regard, c'est à ce moment-là qu'ils allaient me tirer dessus, en fait. Et je me disais, tant que je croise pas leur regard, en fait, ça va aller, quoi. En fait, je les entendais parler en français, quoi. Comme toi et moi, quoi. Donc, je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit, ils parleraient en rebeu si c'était des terroristes, mais c'est complètement con. Il y a des gens qui avaient la lucidité de se dire, OK, ils sont en train de recharger, on y va maintenant. Et moi en fait, j'étais paralysé, quoi. Enfin, genre, terrorisé au sens premier du terme, en fait. Moi, le déclic réel, ça a été de voir face à moi la personne à ma gauche suffoquer, cracher du sang, s'étouffer comme ça. Et à ce moment-là, mon instinct m'a dit de ramper, en fait. J'ai aperçu tout le monde s'engouffrer vers la sortie. Enfin, je me suis levé avec ma femme. Et elle a été tétanisée, elle est restée complètement par terre.
Moi, j'avais le bras tendu et j'étais debout comme ça, avec un silence incroyable, et j'étais genre un lapin, quoi. J'aurais pu vraiment me faire tirer dessus. Je sais que j'ai un gros noir et j'ai couru vers la sortie. Quand je reprends mes esprits, je patauge dans le sang qu'il y a au niveau des toilettes. On s'approchait des sorties de secours et il y avait des corps en fait qu'il fallait enjamber, donc on s'est mis à 4 pattes. Je rampe en m'accrochant au sac, à une épaule, pour essayer d'avancer, quoi. Et c'est effectivement en levant le bassin pour ramper que j'ai pris la balle dans le nerf sciatique, du coup, de la jambe. J'ai pris une balle par l'arrière de la cuisse. Le point d'entrée est un tout petit trou, en fait, juste du diamètre de la balle. Et le point de sortie, par contre, c'est un truc comme ça au niveau de ma cuisse, en fait. Et ça a tapé l'os. Et mon os, il a éclaté en 1000 morceaux. La douleur était hallucinante. Je pensais pas qu'on pouvait avoir mal à ce point-là. Et je me souviens de cette sensation très particulière de voir la balle à travers ma peau. La balle qui était intacte, que l'on voyait par transparence, juste sous ma peau à l'avant de la cuisse. Ma jambe, je la sens plus, c'est devenu un poids mort, c'est une enclume qui brûle, avec une sensation de brûlure vraiment énorme. Donc je me relève et j'essaye de tirer par les bras mon ex-compagnon pour qu'au moins il sorte de cette salle. Je me souviens que les portes des sorties de secours, elles étaient grandes ouvertes parce que les gens étaient tombés par terre, en fait, et elles maintenaient les portes ouvertes. Et donc, et je me souviens de passer par-dessus des roulades, enfin, c'était hyper flou, en fait, dans ma tête, quoi. Et après, je me retrouve dehors, dans la rue, à côté du trottoir, à plat ventre. Et c'est là où je commence effectivement à crier, à appeler Ruben, parce qu'il est dans l'axe des tirs, parce qu'il se fait marcher dessus. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, je vais hurler, je crois, pendant 4 heures à peu près, pour être sûr déjà pour qu'on nous sauve de la rue. Dans mon souvenir, c'est une ambiance plombée. Il y a quelques hurlements, mais par rapport au nombre de gens qu'on était, c'est plutôt cette agonie silencieuse. Quand je reprends mes esprits, je suis la rue Amelot, là, passage Amelot, mais je suis sans ma femme, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, j'entends « Je suis là !» Et en fait, ma femme, elle était passée devant moi, sans que je la voie, avec un groupe sûrement. Donc je me retourne et elle est là, dehors. C'est incroyable ce qui se passe là dans ma tête. Je la rejoins et je la prends dans mes bras. Et là, mon cœur, il explose de joie. C'est un truc de fou ce qui se passe. C'est un grosse pas pardon. Ouais, c'était assez intense. Je savais que j'allais chouiner. Lorsque j'ai entendu les coups de Kalachnikov qui continuaient à pétarader dans la salle, là, je décide de ne pas sortir du Bataclan. Ça a été ça, le drame. C'est-à-dire que je suis monté à l'étage. Et là, je me suis retrouvé coincé encore plus. Avec ma copine, on se retrouve dans une espèce de loge, avec un canapé.
Et puis dans cette loge, une autre porte qui donne sur des toilettes. Et donc on s'enferme dans les toilettes. Et les bruits de pétards continuent. Je casse le plafond, le faux plafond. Et je me rends compte qu'il n'y a pas la place de s'y planquer, qu'il n'y a pas assez de fond. Et donc là, on se regarde. Et là, il y a un moment suspendu. On se dit rien. Et dans notre regard, c'était... a priori, c'est la fin. On reprend nos esprits. Et à ce moment-là, on se dit, mais on n'est pas du tout suffisamment... on ne s'est pas sécurisé là où on est. Donc on ressort des toilettes. Et moi, dans ma tête, j'avais le souvenir de cette fenêtre. La fenêtre était ouverte, mais elle était bien trop haute pour que je puisse me permettre de sauter. J'ai évalué les possibilités de m'accrocher en considérant ça. C'est soit la paraplégie, soit la mort. Donc je choisis à ce moment-là, troisième cachette illusoire, d'essayer de sortir de cette fenêtre sans m'évacuer du Bataclan. Quand je suis sur la fenêtre, c'est la deuxième fois où je me dis que je vais mourir. La première fois, c'était dans la fosse, où j'ai senti des balles siffler au-dessus de ma tête, où il y a des personnes qui sont mortes à côté de moi. Et la deuxième fois, c'est quand je me dis que la seule manière de sortir du Bataclan, ça sera les pieds devant. Puisque soit je me lâche de cette fenêtre, ou soit les terroristes vont me découvrir, et auquel cas, je vois pas pourquoi ils m'épargneraient plus qu'un autre. Dans mon esprit, on n'était qu'au premier balcon. Donc en fait, je me suis dit, c'est pas très haut, c'est un premier étage. J'enjambe la barrière et je descends pour essayer d'être un peu plus proche du sol. Je me suspends. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que c'est beaucoup trop haut. Il y avait des poubelles d'immeubles. Et dans ma tête, je me dis, mais rapprocher une poubelle, ça va me amortir ma chute. Et j'entends des gens qui s'excusent, qui disent, je suis désolée, je peux pas, ça tire. Et en fait, je pense que j'avais pas pris conscience de ce qui se passait sous moi dans cette impasse. Et en effet, il y a eu un moment, un temps qui s'est arrêté. Et je regarde, et en effet, je vois des gens allongés, blessés, qui bougent plus. Et puis un moment de flottement, où il n'y a plus de cris, plus de hurlements, grand moment de silence, et je vois des gens cachés sous des portes cochères. Et j'interpelle les gens en disant aidez-moi, aidez-moi, je vais tomber. Monsieur. Le moment où je dis que je suis enceinte, je culpabilise vachement parce que je me dis ah putain, tu joues sur un truc. Oui, j'ai culpabilisé d'avoir dit ça. Elle le disait tellement fort que je crois que tout le passage à Melot a dû l'entendre. Et donc je relève la tête et là je vois sur la corniche, en haut à ma droite, 2 personnes. Quand je vois la femme enceinte qui a fait le même calcul que moi, c'est-à-dire qu'elle voulait sauter de la fenêtre, je me dis quel courage, elle doit être bien désespérée pour tenter quelque chose comme ça. Je crois que je dis aidez-moi, je vais lâcher, je tiens plus. Et c'est à ce moment-là que je re-rentre dans le Bataclan en me disant que sa vie était la priorité. Sur le coup, je me dis ça va être compliqué. Parce que déjà, moi, j'ai qu'un bras.
parce que je ne peux pas lui donner les deux, parce que l'autre doit servir d'appui. Et puis mon bras, j'ai l'impression qu'il va se disloquer sous le poids d'une personne totalement dans le vide. Seb, il me tend une main que je saisis. Et donc elle met ses deux bras autour du mien, de mon avant-bras. Et là, d'une force surhumaine, parce que l'adrénaline a dû jouer son jeu, là, je pense. Il me hisse, moi je tire et j'arrive à remonter, à renjamber la rambarde et à me retrouver à l'intérieur. J'arrive à la retirer comme ça, d'un coup. Et je me souviens qu'on se regarde à ce moment-là et qu'il me dit « Wow, mais t'es vachement forte !» Et puis là, il y a quelques secondes, je sais pas ce qu'il fait. Et ensuite, elle a disparu. Elle s'est volatilisée. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais 2 vies entre mes mains. Et finalement, c'était, je pense, symboliquement fort qu'il se passe cette action-là avant que je sois pris en otage. Bonsoir, et un journal consacré ce soir à des fusillades dans le centre de Paris. La préfecture annonce au moins 18 morts, le bilan n'est pas encore définitif. Je me souviens d'être dans un état second, quoi. C'est un état de choc. Et j'ai mal, j'ai super mal. Et j'ai froid, et j'ai peur. On me traîne sur, je sais pas, 20 mètres, peut-être 30 mètres, jusqu'à devant un immeuble qui a une vingtaine de mètres de la sortie de secours du Bataclan. Quand j'ai vu que 2 personnes prenaient Ruben par les bras pour le tirer au sol, au milieu de la route, jusqu'à leur immeuble, à ce moment-là, c'est l'énorme soulagement de se sentir à l'abri, en fait. Ça, c'est le premier soulagement réel, c'est de se dire waouh, je suis en vie, là. Alors, vous l'avez dit, le bilan est très provisoire. 15 morts au Bataclan, 18 morts selon la préfecture. Et il y aurait une prise d'otage en cours. La police, en tout cas, a bouclé le périmètre. Au premier étage du Bataclan, en face de moi, il y a quelques marches avec une rampe et une porte. Et donc, je toque à la porte en essayant d'être la plus discrète possible. Et pourquoi, dans ma tête, je me dis que ma copine est dedans? Et je dis, c'est moi, c'est Charlotte, ouvre-moi, ouvre-moi. Et donc, en fait, j'ai quelqu'un qui ouvre, je m'embarque, qui ferme, et en fait, je me retrouve dans une petite pièce, plongée dans le noir, avec déjà, je sais pas, une quinzaine de personnes. On entend les terroristes qui découvrent des gens cachés dans une pièce, qui était probablement la loge dans laquelle je m'étais initialement réfugiée. Et on comprend, voilà, que là, ça y est, ils sont là, avec des gens qui retiennent en otage. Je comprends que ça va durer. Et donc là, on commence à les entendre parler. Ils nous expliquent, on a envie de venger les gens qui sont morts en Syrie à cause des bombes françaises, américaines. Et je les entends rire, je les entends en fait viser des gens, se dire entre eux, bah tiens, lui je l'ai eu. Et à un moment donné, on entend quand même les terroristes dire reculez, reculez, tirez par la fenêtre. Et on comprend en fait qu'il y a la police qui est arrivée. À l'heure où nous parlons, l'assaut est en cours au Bataclan, la salle de concert de l'Est parisien, où se trouveraient plusieurs dizaines d'otages. Le moment qui fait basculer la soirée, c'est quand l'assaut est donné. La BRI, depuis qu'elle est là, on est à la fois rassuré et terrorisé. On sait très bien qu'on va se retrouver entre deux feux
D'un côté, il y a une colonne de la BRI surarmée, et de l'autre, il y a 2 terroristes armés de Kalachnikov avec des ceintures d'explosifs qui, lorsqu'ils vont se sentir menacés, vont tout faire exploser. J'entends que ça monte, je les entends dire « si vous avancez, on les tue un par un, on les balance par la fenêtre ». L'assaut, il intervient en une fraction de seconde. Il y a la porte qui est défoncée. Et ensuite, c'est un fratras d'éclats, de balles, de bruit. La colonne de la BRI est derrière un bouclier. Ils tirent à bout portant sur les terroristes qui sont à 1-2 mètres de chaque otage. Il y en a un autre qui est tout au bout et qui tient la colonne en joue. C'est un miracle que je sois encore là pour en parler. J'entends une explosion très très forte, à tel point qu'en fait les murs de cette salle s'effritent et qu'on se retrouve envahi d'une espèce de poussière. Les ceintures explosives, miraculeusement, elles explosent en direction du plafond. Et moi, dans ma tête, je me dis ça y est, c'est fini. Et là, je réalise que le miracle de la vie, je suis encore en vie après cette scène de guerre. Et puis là, quelqu'un me tire par les cheveux, me dit lève ton t-shirt, sors de là, lève les mains. Pour savoir si j'étais terroriste ou pas. Et puis ils nous font sortir au pas de course les uns après les autres. En fait, il y a une sorte de corridor de flics qui me gueule dessus en me disant sors vite, 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 regarde pas. Alors moi je m'exécute, je regarde devant moi, je sais très bien pourquoi ils me disent ça. S'il vous plaît, messieurs, dames, vous reculez, merci. On est sorti. Ma femme, elle a explosé en sanglots. Elle tenait plus. J'ai dû la tenir. Elle est partie en crise. Hein. Vraiment, super intense, quoi. L'évacuation a été ouf. C'était genre un film de guerre, le truc, en fait. Il y avait une colonne de blessés au milieu, encadrée par des flics armés. Je me souviens des flics. Je me souviens des corps, là, par terre. Ils avaient installé un hôpital dans un bar qui est derrière. Au bar La Royale. J'ai le souvenir qu'on nous marque des numéros sur le front pour faire un premier tri des blessés, avec les mentions urgence relative, urgence absolue. Il y avait plein de blessés allongés par terre. Il y avait des morts aussi. Il y avait des gens qui étaient plus là, quoi. Ma copine, elle finit par me retrouver. On se retrouve sur un boulevard, mais on est hébétés. Enfin, je suis pieds nus, j'ai la couverture de survie qu'on m'a donnée. Et puis, en effet, je retrouve mon compagnon qui a réussi à passer les cordons de sécurité. La première chose que je fais en sortant, quand je suis encore torse nu, c'est que j'appelle ma mère, j'appelle ma sœur, qui appelle ma petite amie. J'appelle ma mère, je vois que j'ai plus trop de batterie. Je réalise d'un coup qu'elle ne sait pas que je suis là. Rien que de lui annoncer ça, j'ai l'impression qu'elle va faire une crise cardiaque. Donc, je l'engueule. J'ai dit, maman, tu te tais, tu m'écoutes. Avec Ruben, on était au Bataclan. On est blessés, mais on va bien. Ma femme avait cette obsession depuis qu'on était par terre dans la fosse. Elle voulait revoir les enfants et il fallait qu'on rentre en fait pour aller voir les enfants, quoi. Et on a attrapé un taxi, je me rappelle, on n'avait pas beaucoup de monnaie et le mec, on lui a dit, vous pouvez nous déposer juste pour, je sais plus, 10 € et le mec en fait nous a ramenés chez nous. On retrouve tous nos amis qui étaient tous réunis chez une copine. Et donc, en fait, ça a été mon premier refuge à ce moment-là. Et donc, je me souviens qu'ils me récupèrent, qu'ils me disent « mais on va te mettre des chaussettes ». Et en fait, qu'ils voient que j'ai du sang partout, donc qui me permettent d'aller me laver.
Ouais, toutes nos fringues, les pompes, on était plein de sang jusqu'à... Ouais, on en avait sur nous, quoi. Et la babysitter était en panique, elle avait la télé allumée. Mais moi, tout de suite, j'ai eu besoin de vomir ce que je venais de vivre, de dire ce qui s'était passé. Et donc, en fait, j'ai tout raconté. On est restés tous ensemble. Et je pouvais pas boire d'alcool parce que j'étais enceinte. C'est ça, je me souviens de m'être dit, oh, mais je rêve d'un verre de quelque chose juste pour redescendre. Les heures qu'on suivit, déjà, on a passé de longs moments à regarder nos enfants. Waouh, c'était incroyable, quoi. On les regardait sans rien dire. Je crois qu'on l'a jamais dit, ça, aux gosses. On a regardé longtemps les enfants dormir. On se disant, putain, waouh, c'est fou, quoi. Enfin, on aurait pu laisser 3 orphelins. Tir à la Kalachnikov, prise d'otages de masse, attentat suicide coordonné, au moins 120 morts. C'est donc au Bataclan, salle de spectacle, que l'horreur a dépassé l'entendement. Hier soir, l'attaque la plus sanglante et la plus meurtrière. Un des parcours les plus compliqués que j'ai eu à vivre, ça n'a pas été de sortir de cette salle. Ça, c'était l'instinct, ça s'est fait comme ça. Par contre, vivre après, avec tout ça, oui. Quand j'arrive à l'hôpital, moi, à ce moment-là, je vais bien. Je suis en vie, j'ai confiance, je lâche prise. J'ai pris une balle, 2, je m'en fous, je suis en vie. Je suis en vie, je me sens la plus forte du monde, je me sens indestructible à ce moment-là. Je crois que c'était un interne qui m'a opéré et j'ai eu droit à un encloutage dans la moelle de l'os du fémur, en fait, avec 2 vis au niveau du genou et une vis au niveau de la hanche. Et mon os s'est reconstruit autour de ça, en fait. Avec Ruben, on s'est retrouvés 15 jours plus tard en centre de rééducation. Nos potes, en fait, avaient organisé un calendrier partagé où ils se bloquaient les jours pour pas venir tous au même temps. Et ce qui fait qu'en fait, on avait tout le temps des potes qui venaient nous rendre visite. On n'avait rien à gérer. Et du coup, toute cette période, elle a été pour nous, en fait, très agréable. Et puis d'un coup, vous sortez. Vous retrouvez votre chez vous, que vous ne reconnaissez plus. Donc je me souviens que cette sortie de centre de rééducation, en réalité, pour moi, elle est très violente. Je me sens seule, je me sens abandonnée, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai du mal à faire 3 pas, donc je ne peux même pas aller de ma cuisine à mon salon en portant un plateau, j'ai mes béquilles. Parfois, je ne peux pas ramasser mes chaussettes, je ne peux pas les mettre. Voilà, je suis obligée d'attendre que mon corps veuille bien pour pouvoir passer un petit coup d'aspirateur, aller me doucher. Pour tous les gestes basiques du quotidien où on n'a même pas à réfléchir, moi, je suis obligée d'attendre que mon corps veuille bien. Ma femme et moi, psychologiquement, on était ravagés. On a été chez le psy, à la cellule psychologique, ensemble, ouais. La reconstruction, elle a commencé lorsque j'ai pris contact avec un psychologue. J'avais la sensation d'avoir été un peu la victime sacrificielle du pays, quand même, qu'on avait manqué de protection, qu'il y avait eu des négligences, voire de laisser-faire. Et j'étais quelque part très en colère. J'avais la sensation qu'il y avait un lien de cause à effet entre cet attentat et les agissements du pays, de la France, sur la scène internationale. J'en suis arrivé à penser que, finalement, les terroristes avaient des bonnes raisons d'opérer. Et ce premier psy m'a permis de faire ce distinguo entre le sentiment des terroristes qui voulaient ramener une forme de justice et leur méthode qui ne faisait que mettre de l'huile sur le feu. Moi, j'ai eu comme réaction de me couper d'absolument tout ce qui pouvait se dire, se voir, s'entendre sur le 13 novembre. J'ai repris le travail en septembre 2016, donc au moment de la rentrée scolaire, puisque j'étais professeur des écoles.
Je dois regérer mon métier d'avant, mais au final, dans ma tête, il se passe des tonnes de choses en parallèle que je ne sais même pas expliquer. C'est juste que c'est une sorte de remise en question du sens de la vie, en fait. J'ai beau savoir que je suis chanceuse, d'accord, mais qu'est-ce que j'en fais, en fait, maintenant de ma vie? Caro et moi, on a retravaillé assez rapidement. Moi, j'ai fait un premier tournage qui, d'ailleurs, était dans le 11e. C'est incroyable. Déambulation dans les rues du 11e et donc passage devant le Bataclan, quoi. C'était fou, quoi. Et tu vois, mes images, c'est pas très joli, quoi. Je suis devant, il faut regarder mon plan, je tremble beaucoup, quoi. Le retour au travail, je le voulais, en fait. J'avais envie de remonter sur le cheval, quoi. Il fallait que je reprenne les transports en commun. Je voulais absolument me confronter au métro, à la foule. J'avoue que j'ai eu des moments de stress. Il suffisait qu'il y ait un cri de quelqu'un ou que le métro freine de manière pas prévue et ça y est, je m'imaginais le pire tout de suite, quoi. Vous voyez un mec basané en doudoune, j'ai fait ma prière, mais alors combien de fois dans les transports? J'étais en sueur, j'étais en larmes, j'étais persuadée de mourir. J'étais persuadée que le mec allait se faire péter. C'est un procès hors norme qui s'ouvre aujourd'hui. Les victimes et leurs proches vont replonger dès aujourd'hui et pour 9 mois dans l'horreur du 13 novembre 2015. Un procès pour les victimes, un procès filmé aussi pour l'histoire. J'ai longtemps été tiraillée. Il y avait une part de moi qui avait envie d'assister à ce procès hors norme, voir comment ça se déroulait. Et puis, il y avait ce côté de moi qui avait quand même, depuis le début, mis à distance tout ce qui se rapportait au 13 novembre. J'ai pas témoigné au procès. Je suis resté très éloigné du procès, j'avais pas envie d'y aller. J'ai l'impression que j'ai envie d'aller de l'avant et aller au procès, c'était rester en arrière, en fait. La seule fois où je voulais y aller, j'ai eu du taf. Et de toute façon, je ne voyais pas trop l'intérêt d'y aller, en vrai. Voilà, les mecs sont morts. Je savais que je voulais témoigner. Et c'était une grosse pression parce que j'en avais encore gros sur le cœur vis-à-vis des zones d'ombre, hein, qui sont restées en plus. Parce qu'on a vu les petites mains, hein. Les accusés, c'était des petites mains. On n'a même pas eu nos tortionnaires qui étaient déjà morts. Et on n'a surtout pas eu les cerveaux de l'opération. La seule fois où j'y suis allée, c'est parce que Seb témoignait. Et je finis quand même par jeter un œil au box des accusés, rapide. Et en fait, ce que je me suis dit pendant tout ce temps que j'ai passé dans cette salle d'audience, comment est-ce que des gens aussi lambda ont pu avoir un impact aussi énorme sur des centaines de personnes, tout un pays. Il y avait un décalage. J'avais préparé mon intervention et au bout de 4 lignes, j'ai levé les yeux vers les accusés et j'ai commencé à balayer leur regard et à raconter réellement ce que j'avais vécu de l'intérieur. Et le procès a permis de déposer, faire une déposition, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'ensuite on a un poids qui s'enlève. Moi, le procès m'a surtout servi à écouter les témoignages des autres. Ça a été ma réparation. J'avais besoin de savoir comment allaient les autres, en fait. Ma fille est née en juin 2016, 7 mois après les attentats. Quand elle est née, j'avais encore des moments où ça allait pas. J'ai jamais étouffé ma peine, mes angoisses, tout en essayant de la préserver, bien sûr. Et puis après, en grandissant, je me suis quand même demandé comment est-ce que je lui en parle, en fait. Parce que je voulais pas que ce soit une révélation. Je voulais que ce soit un sujet qui soit là, qui existe. Et donc, du coup, en fait, ça a jamais été tabou. Et là, typiquement, pour aujourd'hui, ben, je lui ai dit que j'allais du coup être interviewée pour un documentaire.
Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas répondre si jamais on te demande comment ça va aujourd'hui? Et je lui dis, bah, je sais pas, je répondrai que ça va, mais que, enfin, j'avais du mal à trouver mes mots. Et c'est elle qui me dit, oui, que tu gères, quoi. Et donc je me suis dit, et voilà, c'est maintenant. Charlotte, elle est arrivée à un moment où j'avais aucun espoir de sortir vivant de là. Et c'est ce geste-là, où j'ai 2 vies entre mes mains, qui m'a poursuivi dans ma reconstruction, quelque part. Donc, la femme enceinte, Charlotte, c'est quelqu'un... ouais, c'est une sœur aussi. C'est une sœur de sang, quoi. C'est quelqu'un qui est très important, même si on se voit très peu. Caro et moi, on a décidé de se marier tout de suite. Alors qu'on est des punks, hein. On a rien à foutre du mariage. On a vécu et on est sorti de l'enfer. Voilà. Pour ma part, moi, je suis sorti de ce passage-là. C'est une deuxième naissance, clairement. Et ouais, bien sûr, ça nous a unis. C'est clair, quoi. On aurait tendance à penser que dans l'adversité ou le traumatisme, on va se réunir et traverser le truc ensemble, mais c'est pas forcément vrai, en fait. Ça peut aussi séparer, quoi. Il suffit de pas vivre les choses de la même façon et à la même vitesse. On essaye de sauver le couple, alors que juste après les attentats, on voit bien que ça va nulle part. De toute façon, on a été séparés par les balles, quelque part. Ces images, pour moi, sont importantes pour l'histoire. Parce que sans ça, ça aurait manqué de concret. Je peux être tout à fait conscient que ça a été mal vécu par d'autres rescapés qui pensent que c'est du voyeurisme. Oui, je t'en ai voulu. Mais pas à toi, du coup. J'en ai voulu à la personne qui avait filmé. Mais je lui en voulais parce qu'en fait, ça m'avait volé l'annonce de ma grossesse, en fait, à plein de gens qui n'étaient pas encore au courant. Le témoignage, non, fait partie de l'histoire, en fait. C'est une preuve. C'est un document, ouais, c'est précieux, quoi. C'est comme donner une réalité au truc, quoi. C'est bien que le témoignage existe, en fait, pour pas qu'on oublie, justement. Les lumières de la ville. Vendredi noir s'envole nos rêves fragiles.